Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 mars 2020, une édition particulière puisque comme à chaque lendemain d'élection locale, elle sera largement consacrée aux résultats dans le grand bassin grenoblois, mais évidemment dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et en prévision d'un deuxième tour dont on ne connaît pas encore la date. À Grenoble, le maire sortant, Éric Piolle, est arrivé largement en tête avec plus de 46% des suffrages et presque 10 000 voix d'avance sur Alain Carignon, 19,6% des voix. Émilie Chalas, soutenue par La République En Marche, et Olivier Noblecourt, soutenu par le PS, sont dans un mouchoir de poche, respectivement à 13,7 et 13,3%. Derrière Bruno Delescure pour La Commune est à nous à un peu plus de 3% des voix, puis Mireille Dornano pour l'extrême droite, 2%, et enfin 1% et quelques pour la liste de lutte ouvrière conduite par Catherine Brun. Je vous propose d'écouter Éric Piolle à son arrivée dimanche soir à son local de campagne, celui de Grenoble en commun. Grenobloises et Grenoblois, nous pouvons aujourd'hui être fiers de ce qui s'est traduit dans les urnes, fiers de vouloir être des pionniers. Ça peut nous donner de l'énergie, du courage, avancer épaule contre épaule. Les défis sont immenses à relever. Nous savons que si nous les regardons ensemble, si nous agissons ensemble, si nous trouvons des solutions ensemble, alors nous pouvons accélérer les transitions, faire vivre des solutions qui soient bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme, qui soient bonnes pour l'ensemble de la communauté grenobloise et qui soient bonnes également pour l'ensemble de la planète. En 2014, Éric Piolle avait obtenu 29,40% des voix au premier tour. Pour espérer devancer le maire sortant, les candidats suivants savent qu'ils devront appeler au rassemblement et ou séduire les abstentionnistes. C'est le cas pour Alain Carignon qui faisait son retour comme tête de liste aux élections municipales après avoir déjà été maire de 1983 à 1995. Vous savez qu'il y a beaucoup de maires réélus au premier tour. Lui, ce n'est pas son cas. Donc, il y a pour l'instant une majorité qui n'a pas voté pour lui au premier tour. Donc, c'est tous les Grenoblois, quel que soit leur vote du premier tour, qui doivent se rassembler s'ils veulent l'alternative. Alors, nous allons le faire dans un esprit d'ouverture. Ouverture sur le projet, parce que nous avons un projet très large, très ouvert. Ouverture sur les hommes et les femmes, bien entendu. Toutes celles et tous ceux qui veulent s'associer à nous, nous les accueillerons volontiers. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous faites... tendez la main à Émilie Chalas, au membre de sa liste, voire à même ceux d'Olivier Noblecourt. Si vous voulez, je dis que les Grenoblois qui ont voté pour ces listes, ou eux-mêmes, etc., tous ceux qui veulent s'associer à ce rassemblement, parce qu'en réalité, tous les autres candidats ont eu une critique extrêmement sévère du bilan de la municipalité Piolle. Émilie Chalas, elle choisit de tendre la main à tous ceux qui voudront bien la prendre, ou presque. Aujourd'hui, il faut se rassembler face à la France Insoumise et face à Éric Piolle. Et cette possibilité-là est offerte parce que justement, nous sommes trois candidats derrière Éric Piolle qui nous tenons dans un mouchoir de poche et qu'à nous trois listes, j'entends, encore une fois, j'exclus la présence d'Alain Carignon sur une liste de réunion potentielle, eh bien, nous pouvons faire la différence face à Éric Piolle. Donc, c'est le début des négociations qui s'entamera cette nuit ou demain pour savoir quelle chance on propose aux Grenoblois. Mais pour les partisans d'Olivier Noblecourt, c'est un peu la douche froide. L'ancien délégué interministériel aux pauvretés avait fait un démarrage en fanfare, mais le soufflet est finalement retombé pour le placer en 4e position. Et on ne sait pas encore s'il se maintiendra ou vers qui il décidera de reporter ses voix. La priorité, c'est le rassemblement à gauche. Et je pense qu'on a été clair, notamment la semaine dernière, et Olivier Noblecourt a été clair ce soir. Et je pense qu'aujourd'hui, les colistiers, les mouvements de gauche politiques qui soutiennent cette liste-là sont assez clairs. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est le rassemblement de la gauche et donc pas d'échange à ce stade avec Émilie Chalas. On va en discuter ce soir, tous ensemble avec les mouvements politiques et nos colistiers. Il y a aussi ceux qui ont été élus dès le premier tour. C'est le premier nom qui a été annoncé, puisqu'à Voiron, le vote électronique permet de donner des résultats plus rapidement. Julien Paula conserve son mandat avec 56,70% des suffrages exprimés. Forcément, une satisfaction pour l'édile de 35 ans. Écoutez, une réaction évidemment de grande joie. Je mesure l'honneur que représente
une victoire au premier tour dans ces proportions-là. Je voudrais évidemment remercier toutes les Voironnaises et tous les Voironnais qui nous ont fait confiance dès ce soir, remercier l'ensemble de mon équipe, grâce à qui tout ça a été possible. Une réélection à l'issue d'un premier mandat, ça a une valeur encore plus forte que la première élection, parce qu'on a été élu avec la reconnaissance de ce qu'on a été capable de bâtir, sur des actes plus que sur des paroles. Donc j'en suivrai évidemment touché. Mais je mesure bien évidemment tous les devoirs aussi que ça nous impose, dans la nécessité de ne pas décevoir. Voilà, donc on est évidemment très heureux. Et je remercie tous les gens qui ont fait l'effort de se déplacer aux urnes aujourd'hui, dans un contexte qui était quand même particulièrement difficile avec ce virus qui inquiète tout le monde. Donc merci à toutes les Voironnaises, tous les Voironnais qui ont fait triompher la démocratie dans l'adversité et qui nous ont apporté aussi majoritairement leur confiance. À noter que le Rassemblement national, qui a fait moins de 5% des voix à Voiron, ne siégera plus au conseil municipal. Et puis, un autre élu dès le premier tour dans le pays voironnais, il s'agit de Luc Raymond à Vorep, avec presque 63% des voix. Il avait été l'un des premiers à être confiné après un séjour au carnaval de Venise. À Saint-Martin-d'Air, le communiste David Queiroz est également élu dès le premier tour. Il devance Georges Oudjaoudi, fervent opposant du projet NERPIC tel qu'il doit se faire. Je dirais que c'est fidèle à ce que je ressentais sur le terrain, à savoir une campagne qui s'est bien déroulée, des électeurs ou tout du moins des habitants qui m'exprimaient une satisfaction eu égard aux politiques publiques qui sont menées ici même, à un service public de qualité. Je m'attendais à 51%. Pas 54 bien sûr. Bon, il est vrai qu'il y a la question de la faible participation liée aux circonstances que l'on connaît. Mais voilà, j'étais très serein et je dirais que je suis assez satisfait aussi de ce résultat. J'ai pendant 6 ans représenté les Martinéroises et Martinérois du mieux que je l'ai pu, et je pense que c'est aussi ce qu'ont voulu exprimer les électeurs, à savoir qu'ils sont attachés à leur maire et à l'équipe municipale qui a travaillé pendant 6 ans. Élu également au premier tour, Christophe Ferrari à Pont-de-Claix. Celui qui est pour l'instant toujours président de la métropole s'impose avec 62,86% des voix devant la communiste Simone Torres et Julien Dussart pour le centre. Sur la commune limitrophe de Claix, il n'y avait que 2 listes. Christophe Reville, maire sortant mais qui se présentait pour la première fois au suffrage universel, est élu au premier tour avec 60% des suffrages. La prime au maire sortant également dans la métropole pour Bertrand Spindler à La Tronche, Fabrice Hugelet à Cessin, Jean-Damien Mermillot-Blondin à Coran, Jean-Luc Corbet à Vars ou encore Pierre Véry à Gières. D'autres ne sont pas passés loin de l'élection dès le premier tour. Est-ce l'effet Piolle, mais 2 écologistes trustent le haut du panier avec un presque 49,3% pour Laurent Amadieu à Saint-Égrève et sa liste de gauche. 2 anciens adjoints se partagent le reste des voix. La division de la droite et du centre qui pourrait aussi avoir profité à Philippe Cardin à Mélan. Il crée la surprise et devance largement la candidate soutenue par La République En Marche, Joëlle Ours. À droite, Jean-Claude Perrin est 3e et le maire sortant, Jean-Philippe Blanc, obtient moins de 8% des suffrages. Nous remercions donc l'ensemble des Mélanais qui se sont déplacés. Les conditions étaient difficiles. Ils ont dû donc affronter cette psychose générale pour venir voter. Les conditions sanitaires étaient bien réunies dans les bureaux de vote. Nous remercions le maire et le personnel communal qui ont su bien organiser cela. Et donc, voilà, nous sommes ravis aujourd'hui d'arriver en tête et nous pensons que le second tour, on va pouvoir franchir les 50% sans problème. La gauche qui pourrait également remporter Cessiné-Parisé. Après le départ du maire d'Yverdroite, Marcel Replin, son poulain Yves Monin est devancé de plus de 18 points. Guillaume Lissier arrive en tête de ce premier tour avec un peu plus de 44% des voix. À Échirolles, le maire sortant Renzo Sully obtient 30% des voix. Alexis Joly pour le Rassemblement national est en léger recul par rapport à 2014. Le maire communiste devrait avoir une belle réserve de voix à gauche. J'aurais aimé faire plus. Après, je voudrais déjà remercier tous les électeurs qui ont fait confiance à la liste Échirolles Avenir, soutenue par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, dans un contexte extrêmement délicat avec une France quasiment confinée. Voilà, des élections qui sont un petit peu bizarres, mais voilà, le jeu démocratique a eu lieu, donc
comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette campagne, je suis favorable à ce que l'ensemble des forces de gauche sur cette ville soient capables de se rassembler. Je souhaite que l'ensemble des listes, donc Échirol en commun avec Renzo Sully, notre liste Échirol Avenir, puissent trouver des accords pour que la gauche soit rassemblée à Échirol dès le second tour. Pour l'instant, moi je suis très satisfaite du résultat. On s'aperçoit que 70% des Échirolois veulent un réel changement. C'est aussi comme ça qu'il faut lire les résultats aujourd'hui sur Échirol. Et puis on voit que le Rassemblement national est affaibli par rapport au dernier score. Donc on a encore espoir de faire quelque chose dans cette ville pour changer vraiment et apporter une solution différente, une alternance, une nouvelle alternance politique dans cette ville. Et puis il y a les communes où la bataille pour le second tour s'annonce un peu plus compliquée. Ce sera le cas à Fontaine, où le maire sortant, le communiste Jean-Paul Trovero, est devancé par la liste menée par le MoDem Franck Longo. L'objectif pour ce dernier sera de se rapprocher de Laurent Tovist, alors que le patron de la CEMITAG devra faire alliance avec Sophie Romera de la France Insoumise, dissidente de la précédente majorité. Je suis quand même surpris, il faut le dire. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'avance, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je remercie les Fontainois qui ont voté pour moi. Je pense avoir ressenti tout au long de cette campagne une envie de changement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en voyant ces scores-là, je crois que les Fontainois ont besoin de changer. Ça fait 75 ans qu'on avait la même équipe. Et c'est vrai que ces derniers mois, ils n'ont pas brillé, notamment sur les affaires judiciaires. Donc ça fait plaisir de voir un tel score. Après, ça reste le premier tour. Donc rien n'est joué, même si l'avance est quand même assez incroyable. Donc je remercie vraiment les Fontainois. Alors moi, tout au long de la campagne, j'ai tendu la main à Laurent Tovist, qui avait lui aussi envie de changement à Fontaine, qui portait un projet qui était quand même assez similaire au nôtre. Donc effectivement, c'est le premier ce soir que je vais appeler dans quelques minutes pour essayer de construire ensemble cette alternance. On voit que nos scores réunis font plus de 50% des voix. Donc effectivement, je pense qu'on peut construire ensemble vraiment un nouveau projet pour Fontaine. Ma première réaction va déjà à celles et ceux qui nous ont fait confiance et je voudrais déjà les remercier. Après, évidemment, il y a une déception, il faut être clair, mais qui est aussi liée à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui face à la crise sanitaire que nous vivons. Évidemment, une abstention très forte, 62% d'abstention, ça veut dire que seuls 38% des Fontainoises et des Fontainois sont venus voter. Je pense que ça participe aussi du résultat actuel. On sait que en cas d'abstention, eh bien, la droite et l'extrême droite va majoritairement voter. C'est bien ce qu'on retrouve ici dans les résultats aujourd'hui. Il est très clair que le vote d'extrême droite a favorisé Monsieur Longo. On s'en doutait. Voilà, les choses sont claires. Pour autant, la gauche reste majoritaire à Fontaine. Les cartes peuvent être encore rebattues. Voilà, on verra pour le deuxième tour. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais rejoindre mon équipe et on va en discuter. Juste à côté, à Sassenage, le maire sortant Christian Coignet de l'UDI vire en tête devant Yannick Bell, vice-président de la métropole délégué au sport. Pour le deuxième tour, il faudra surveiller le report des voix éventuelles du candidat écologiste Farid Benzakour. Ce n'est pas non plus gagné pour Pierre Benjaji, qui mène la liste d'hiver gauche aux côtés du maire actuel des Bains, Nicolas Robert. Les trois candidats susceptibles de se maintenir au second tour obtiennent des scores très similaires. Quelques résultats du côté des stations de ski avec des destinées variables. Pour les maires sortants, à Villard-de-Lans, Chantal Carlioz, la maire, est battue dès le premier tour par Arnaud Mathieu. À Champs-Rousse, ballottage défavorable pour le maire sortant Philippe Cordon. En revanche, à l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret conserve son siège de maire. À moins d'un report de plus en plus envisagé pour ceux qui devront se lancer dans la campagne pour le deuxième tour, la situation sera donc inédite. Gagner, il va falloir travailler tous ensemble et travailler cette semaine dans une ambiance un peu particulière parce qu'une campagne en confinement, on n'a encore jamais fait, mais bon voilà, on va voir. Donc c'est un bon score. Maintenant, il faut transformer l'essai dimanche prochain. Philippe Cardin, qui a raté de très peu l'élection à Mélan au premier tour, reste lui philosophe. Si les conditions sanitaires doivent amener les autorités à prendre des mesures, elles sont tout à fait raisonnables et il faudra bien sûr... Vous l'accepteriez si mercredi... Tout à fait, ça ne pose aucun problème. Je pense que pour nous, quand même, la démonstration de la confiance est là. Et ça, c'est un résultat. Et peu importe la manière dont cela sera valorisé, si c'est la semaine prochaine ou si c'est dans quelques mois,
Nous sommes sur une bonne dynamique. Sur le front du coronavirus, ce lundi, un certain nombre de services publics ont annoncé leur fermeture exceptionnelle, comme les services d'accueil de la préfecture de l'Isère. Pour tout savoir à ce sujet, la préfecture de l'Isère a activé une cellule d'information du public sur le fonctionnement des services publics en Isère. Vous pouvez les contacter au numéro qui s'affiche. Dernière petite information pour les amoureux de montagne. La Fédération française des clubs alpins et de montagne appelle tous les pratiquants à limiter fortement leurs activités en montagne, en particulier celles les plus risquées, le ski de randonnée, alpinisme et escalade, pour ne pas encombrer les professionnels de santé en cas d'accident. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. En raison des mesures de sécurité sanitaire liées au coronavirus, les programmes de Télé Grenoble seront allégés ces prochaines semaines. Nous ne serons pas en mesure de vous proposer toutes nos émissions habituelles, mais nous nous efforcerons en équipe réduite de maintenir un point d'information quotidien à 18 h. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt.